Je vais vous présenter Pablo Larraín pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Jeune réalisateur né en 1976, qu'on connaît en France non pour son premier film, qui est un film inédit qui s'appelait Fuga, qui était l'histoire d'un pianiste qui sombre dans la folie, donc on a très envie de voir, mais il n'est pas prévu pour l'instant qu'il sorte en France. On le connaît pour sa trilogie de la dictature de Pinochet, premier film Tony Manero qu'on avait vu en 2007. On l'avait découvert à la quinzaine des réalisateurs. Alors, tous les films sont avec cet acteur que je trouve admirable et que vous avez découvert ici dans le rôle du père Vidal, c'est Alfredo Castro. Et Alfredo Castro, en 2007, jouait Tony Manero, l'histoire d'un tueur en série sous la dictature de Pinochet en 1978, qui avait découvert la fièvre du samedi soir et qui se prend de passion pour Tony Manero, le personnage principal de la fièvre du samedi soir, à tel point qu'il veut devenir son sosie officiel et qu'il n'hésite pas à assassiner tout le monde pour le devenir. On a vu ensuite Santiago 73 Post-Mortem, c'était en 2010, qui se passe le jour du coup d'État de Pinochet, 11 septembre 1973, mais vu d'une morgue, avec un employé de morgue, joué par Alfredo Castro, qui voyait arriver les cadavres du coup d'État, et notamment le cadavre d'un certain Allende, dont on allait assister à son autopsie. Et puis enfin, dans cette série de films très sombres, un film un peu plus feel-good movie, mais pas tant que ça, si vous l'avez vu, qui s'appelait No, qui est sorti en 2011 et qui se passait en 1988 au moment du référendum qui avait abouti à la surprise générale au départ de Pinochet, la majorité des électeurs ayant voté no, avec Gaël Garcia Bernal en publicitaire qui faisait la campagne pour le non. Et puis enfin, donc, ce nouveau film, El Club, qui avait été présenté au Festival de Berlin, qui avait eu un prix et qui est sans doute dans tous ces films, alors je vous ai raconté, ça vous a l'air atroce, mais c'était souvent aussi très drôle. Là, c'est sans doute le film le plus sombre que vous avez réalisé, El Club. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient cette envie de raconter cette histoire de club, de prêtres qu'on a caché là et sur quel élément réel cela se fonde-t-il? Feel good movie. Yes. Sí, no, sí, sí. Bueno, merci. Gracias por estar acá. Thanks for being here. Bueno, hace algunos años atrás, en un diario había una foto de una casa y, y era una casa muy linda, una casa que estaba en una pradera en Alemania, y era todo verde y montañas muy lindas, parecía como un comercial de chocolate suizo, así como, ¿no? En esa casa había un cura chileno que había sido acusado de abusos sexuales y ese cura estaba viviendo en esa casa y había escapado de Chile antes de que la justicia lo atrapara, digamos. Por favor. Il y a quelques années, dans un journal, j'ai vu une photo d'une maison très belle, dans une belle clairière allemande, dans la montagne, très verte, enfin vraiment sortie franchement d'une pub de chocolat suisse. Et j'ai appris que dans cette maison, il y avait un curé chilien qui vivait là et qui avait qu'on savait qu'il avait fait des abus sexuels, mais qui avait échappé à la justice, qui était parti avant qu'il y ait justice. Y me pregunté, ¿quién más vive en esa casa? ¿Qué pasa dentro de esa casa? ¿Quiénes están adentro de esa casa? ¿Por qué están adentro de esa casa? Et je me suis demandé justement qui d'autre peut vivre dans cette maison et qu'est-ce qui se passe dans cette maison, qu'est-ce qu'il y a entre ces personnes qui vivent dans cette maison. Y yo estudié en colegios católicos y conocí muy buenos curas, gente muy honorable, muy respetable. Conocí curas que están hoy día en la cárcel y conocí curas que nunca más vi. Y un poco esta película es el club de esos curas, los curas perdidos, los curas que no están, los curas que salieron de circulación.
Et j'ai été éduquée dans une école catholique et il y avait des curés, des prêtres avec nous qui étaient très honorables, certains, d'autres qui finalement se sont retrouvés en prison et d'autres encore qui ont disparu de la circulation. On n'a jamais su où ils étaient partis, ce qu'ils sont devenus. Et en fait, ce film est vraiment le club de ces curés perdus, disparus. Et j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure Victoria Saez, grâce à qui nous comprenons tout ce que nous dit Pablo Larraín. Vous l'avez dit, vous vouliez voir comment ces gens vivent. Et ce qui est très frappant avec ce film, c'est que vous nous montrez comment est-ce qu'on peut être un de ces personnages, mais vivre avec, se trouver des justifications morales complètement perverses, mais qui font sens. Pour eux, ce n'est pas un film de dénonciation en disant « Regardez ces monstrueux curés, ce qu'ils ont fait, ça l'est, mais ce n'est pas seulement ça. » Sí, lo que pasa es que en la religión católica existe un sacramento que se llama la confesión, ¿no? Tú te confiesas con un cura. Y para poder recibir el perdón, lo primero que tiene que suceder es que tú estés arrepentido. Donc, dans la religion catholique, il y a un sacrement qui est la confession qu'on fait à un curé. Et pour recevoir le pardon de ce curé, il faut d'abord se repentir. Pero investigamos durante mucho tiempo y no existe un caso que yo por lo menos haya podido registrar de un cura en el mundo que se haya arrepentido públicamente, que haya dicho sí, yo hice eso, perdón. Et nous avons fait des recherches et il n'y a pas un seul cas que j'ai pu trouver, en tout cas moi, d'un curé qui se serait publiquement repenti de ce qu'il avait fait. Entonces fue como, aquí hay algo muy interesante y entonces es una película sobre, o sea, normal, más que decir que no, dan una respuesta muy compleja. Son en general personas muy educadas y personas que entienden de teología y de filosofía y son capaces de armar un argumento que es indirecto y que no termina siendo lo que uno quiere, digamos. Entonces, me parece que ellos no son exclusivamente unos criminales. Creo que ellos son eso y además de eso son personas que son el resultado de una operación política, de una operación social y de una operación religiosa. Entonces, en vez de juzgarlos y decir este tipo es así, yo intento comprenderlos e intento mirarlos con compasión. Para mí esta película se trata sobre la compasión humana, personnellement. Et donc, c'est quelque chose d'intéressant, justement. Et donc, ces personnes-là manient très bien, évidemment, la théologie. Et donc, ils sont armés pour vraiment argumenter ce qui leur arrive et ce qu'ils ressentent. Mais donc, pour moi, ce ne sont pas des criminels. Mais ils sont le résultat d'une opération politique, sociale et religieuse, en fait. Et au lieu de les juger, c'était pas mon intérêt. Ce que je voulais, c'était plutôt les comprendre et les montrer avec compassion. Je pense que ce film, pour moi, est la compassion humaine envers ces personnes-là. Mais on pourrait dire, et c'est en cela que ce film se rapproche des précédents que vous avez faits, si on parle de criminels en liberté, de crimes qui sont cachés, qui reposent sur un non-dit, on a l'impression que vous parlez du Chili de l'après-Pinochet. Et c'est ce que vous avez raconté aussi dans vos films. Au-delà de la question même de l'Église, c'était aussi votre intention ? Sí, yo no quería hablar de Pinochet. Je ne voulais pas parler de Pinochet encore No une quería, fois. pero no pude evitarlo porque... Bon, j'ai pas pu éviter finalement. Porque lo que pasa es que me pareció muy... en la película hay dos casos que son reales de los curas que están acá. Dans le film, il y a 2 cas de curés qui sont réels. Y los otros 3 son ficción. Et donc les 3 autres sont de la pure fiction. Pero siempre me llamó, siempre pensando en los militares, me llamó mucho la atención la idea de que había un cura de que los confesaba a todos.
Entonces ese cura tiene una cantidad de información en un país donde no se sabe nada, donde está todo escondido, donde están todos los criminales de la dictadura en la calle. Ese cura podría saber muchas cosas. Entonces me pregunto cómo sería esa persona, qué tendría en su cabeza, en su alma, cuál es el estado humano de esa persona que oyó durante muchos años todas esas confesiones de todos estos militares, que son militares muy católicos, por lo demás, eso es lo más increíble. Entonces, lo que hay dentro de ese hombre me parece muy, muy interesante. Entonces, fue inevitable incluir al cura, al capellán del ejército. Mhm. C'est vrai que bon, il y a ce curé donc aumônier qui a confessé tous les militaires donc avec lesquels il était, et donc j'imaginais l'information que pouvait avoir, toutes les informations que pouvait avoir ce militaire par ses confessions dans un pays où justement on ne sait rien et tout est caché, et où encore même les criminels de la dictature se baladent dans la rue. Donc je me demandais comment pouvait être cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle avait à l'intérieur? Quel était l'état d'humanité de cet homme qui avait entendu toutes ces confessions et qui savait tout cela? Et ça m'intéressait justement d'investiguer ce genre de personnage. Je vais vous laisser la parole, hein, je la monopolise, mais je pose déjà une dernière question. Là où votre film est très troublant et malaisant pour le spectateur, et on pense bien que c'est volontaire de votre part, c'est que vous nous présentez ces personnages au début, pour quelqu'un qui ne saurait pas du tout de quoi ça parle, comme de sympathiques copains, une bande d'hommes mûrs qui fait des courses de lévrier, des gens plutôt sympathiques. On découvre après ce qu'ils font, mais on est déjà avec eux, et malgré tout, malgré toute leur perversion, leurs crimes, on peut continuer à les trouver sympathiques et ressentir comme une intrusion à la fois l'arrivée du prêtre bien beau, bien propre sur lui, et de l'homme qui va briser le non-dit. C'était volontairement, justement, que contrairement au début du film où Dieu va séparer la lumière et les ténèbres, c'est clair, chez vous, ce n'est jamais très clair la relation que peut avoir le spectateur avec vos anti-héros. Es un poco raro bueno, al principio, cuando se parecen estos hombres que viven juntos, que están entre ellos jugando con los galgos, pero finalmente poco a poco ya vemos cuando llega este hombre y que lo rompe todo, entonces ya descubrimos un poco lo que son realmente. Y es hay entre el espectador realmente no sabe muy bien la línea entre cada uno, ¿sabes? Entonces, ¿cómo has trabajado este asunto? Lo primero es que uno tiene un anhelo un poco absurdo, que nunca sucede, de que la gente entre al cine sin saber nada. Entonces uno hace la película y dice ya, el espectador no sabe nada. Entonces presentas de a poco a los personajes de tal forma que en un momento alguien desate la información. Pero normalmente uno entra al cine y ya sabe de qué va la película. Entonces es terrible, pero es así, ¿no? Ya se saben que son curas. Y uno quisiera que no supiera eso. Pero bueno, quizás algún día alguien va a ver la película y no va a saber nada. Pero... On a tous un désir, nous les réalisateurs, c'est que quand les gens aillent au cinéma, ils ne sachent rien du film. C'est-à-dire, et donc, c'est vrai qu'on voit ces personnes-là et on ne sait pas au début qu'ils sont des curés. Et c'est ça qui, moi, me plairait, justement, c'est que cette non-information puisse vraiment exister. Mais ce n'est pas le cas. Dès que les spectateurs se retrouvent dans la salle, en général, ils savent déjà que ce qu'ils vont voir, ce sont des curés, des prêtres, une histoire autour d'eux, en tout cas. Donc, bon, c'est un désir, mais en général, ça ne se passe pas comme ça. Y lo otro, mira, lo que hice esta vez, que nunca lo había hecho antes, es que los actores no tenían el guión. Y los actores nunca supieron de qué iba su personaje, ni tampoco los otros personajes. No sabían casi nada. Y fue un proceso muy, muy particular porque les negamos la información. Les acteurs, en fait, n'avaient pas le scénario avec eux, et donc ils ne savaient très peu de choses sur leurs personnages, et également sur les autres personnages du film. Et en fait, ils ne savaient pratiquement rien, et donc on leur refusait toute information.
C'est un cas un peu particulier, en effet. Entonces entonces el actor te decía, ya, yo soy un cura. Sí, tú eres un cura, ya. ¿Y por qué estoy acá? Ah. Entonces él no sabe y el otro tampoco sabe. Entonces en un minuto se produce que se parecen. Porque el actor que hace un actor, digamos, que tiene un poco el oficio que tienen ellos, es primero hacer un acto de presente y de presencia. Y eso hace que, sumado al registro, lo primero que pasa, luego pasan muchas cosas, digamos, pero es que se provoque un misterio muy grande en donde todo se empieza a parecer y todo empieza a tener el mismo olor y los colores empiezan a ser iguales y se produce una tiniebla, una imagen no solo visual, sino que moral, vaporosa. Y eso es un poco lo que creo que se logra. Pero también es gracias a que son actores con mucho oficio y gente muy, muy increíblement intéressante et talentueuse, por supuesto. En fait, donc l'acteur disait, mais alors donc moi je suis prêtre, mais qu'est-ce que je fais ici? Et il ne savait pas exactement. Et l'autre en face, l'autre acteur en face, ne le savait pas non plus. Donc tout d'un coup, ils se ressemblaient. Ils étaient dans la même situation tous les deux, et à ce moment-là, ils étaient présents et dans le présent. C'est-à-dire il y avait cette présence de l'acteur qui vraiment était à l'écoute de savoir ce qui allait se passer puisqu'il ne savait rien de toute façon de ce qu'il faisait là. Et donc c'est ça qui a engendré ce mystère, un petit peu dans cette touche de mystère dans le film. Et tout commence à devenir semblable. Donc l'odeur, les couleurs aussi sont pareilles. Il y a cette brume aussi dans le film qui visuellement donne cette apparence comme ça de ne pas savoir exactement où on est et ce qu'on fait là. Solamente la monja sabía. Ouais. Ella sabía todo. Ah d'accord, il y avait que la sœur qui savait exactement ce qu'elle faisait là. Mais donc évidemment pour arriver à cela, on avait de très bons acteurs, très intéressants et qui avaient de l'expérience. Cuando se para un actor que se llama Alejandro Goich al principio, cuando está Sandokan abajo y empieza a decir son todos unos degenerados, yo sabía que esto iba a pasar, todo eso es una improvisación de desesperación, eso no estaba escrito. Eso le pasó a él porque se sintió que en un momento estaba haciendo una película donde eran todos los personajes unos degenerados y los actores obviamente protegen a su personaje, entonces empieza a castigar a los otros y eso fue porque eso no estaba escrito, eso fue solamente porque él se sintió así. Entonces es una reacción que está capturada a partir de un momento de angustia muy real que sintió él de tanto repetir el prepucio y la otra abajo. Entonces en un momento se desesperó y pensó que... No, era increíble. Ce curé à un moment donné justement qui arrive et qui se retrouve parmi eux et avec Sandokan qui en bas dehors commence à clamer cette litanie sur ce qu'il avait vécu et en fait cet acteur qui justement ne savait pas exactement ce qu'il faisait là a lâché finalement cette improvisation parce qu'il était dans un tel moment d'angoisse de se sentir comme ça acculé que du coup c'est lui-même en tant qu'acteur qui a voulu défendre son propre personnage et donc qui a sorti cette improvisation et qui a commencé à aller tous les traiter de dégénérés en disant que lui évidemment n'était pas dégénéré comme eux. Voilà, donc c'est ce genre de situation qu'on arrive à créer quand on ne donne pas justement toutes les informations aux acteurs. Lo mejor de todo es que después de hacer la escena se me acerca y me dice pero yo no soy un pedófilo, ¿no? Y le digo, no, tú traficas guaguas. Y me dice, mejor, mucho mejor. Et donc l'acteur après vient me voir et me dit mais moi je suis pas un pédophile hein, et lui il lui répond non toi tu fais que du trafic de bébés c'est tout, ne t'inquiète pas. Ça va alors. Est-ce qu'il y a une question dans la salle déjà? Alors, monsieur ici et après là-bas. D'abord, moi, j'ai beaucoup aimé votre film et je ne savais pas du tout que c'était des curés. Donc, il y a encore une possibilité de voir des films sans rien savoir. Mais c'est vrai, il faut beaucoup se protéger avant. Et je voulais savoir juste deux choses. Où est-ce que vous avez filmé au Chili et puis comment vous avez travaillé l'image pour avoir ce rendu justement un peu brumeux, vaporeux sur la plupart des plans.
Voilà, je vous remercie. Sí, hemos filmado en la costa de Chile, en la parte central. Hay una playa muy chiquitita que se llama Matanzas y al lado está este pueblo. Y yo voy a Matanzas hace muchos años y siempre voy a ese pueblo que se llama La Boca a comprar pan o pescado. Y cuando iba, ojalá que no me vean esto la gente que vive en La Boca, pero cuando iba para allá decía alguien, la gente que hace cosas malas debería vivir acá o esconderse acá por lo menos. Por lo menos yo me iría, si yo hiciera algo terrible me escondería ahí porque, bueno, ahora no, pero antes como que un lugar donde nadie iría a buscar a nadie. Eso pensé. Entonces, y el lugar es muy bonito y muy especial y muy extraño, entonces... Y hay galgos en la calle. Los perros, los quiltros, ¿cómo se dicen? Stray dogs, los perros de la calle. Sí, les chiens perdus. Les chiens errants. Les chiens errants, ouais. La mayoría son galgos. Ah, es ce muy sont raro. des lévriers, la majorité. Juste, alors ça a été filmé sur la côte chilienne centrale, à côté d'une plage qui s'appelle Matanzas et à laquelle il va depuis des années en vacances. Et donc il va également dans ce village où il a tourné, qui s'appelle La Bouche, La Boca, et il va chercher son pain et le poisson et justement, cet endroit, il a toujours pensé que ce serait un endroit idéal pour se cacher, ou en tout cas pour ceux qui ont fait des actes répressibles de s'y cacher, parce que c'est un endroit qui est beau, certes, mais qui est très étrange, avec cette brume constante. Et donc, voilà. Y Voilà, où il y a les livriers qui filmamos se baladent. con una cámara digital. Yo creo que el HD es muy peligroso. El HD está haciendo que todas las películas se parezcan. Y hay una hegemonía en la tecnología del HD que la encuentro muy delicada. La tecnología es la misma con que se filma un partido de fútbol, un partido de tenis o una película. Y eso me parece muy delicado. Donc on a tourné avec une caméra numérique, mais pour moi la HD est quelque chose de dangereux parce qu'il y a il y a une hégémonie. Mais visuellement, finalement, on est en train de tourner de la même façon un match de foot qu'un match de tennis et qu'un film. Donc visuellement, ça se ressemble. Y antes, muy brevemente, cuando nosotros hacíamos películas en cine, en negativo, ese negativo iba a un laboratorio y ese negativo se lavaba. Y cuando el negativo se lava con agua. Y esa agua es distinta en todos los países. Y hacía que los negativos se vieran distintos. Por eso es que una película francesa se veía distinta a una alemana, una italiana, una americana o una chilena. Había un look geopolítico gracias al proceso del agua. Hoy día el chip se hace en Japón o en Taiwán, entonces hace que las películas se vean iguales. Y básicamente lo que hice fue ponerle unos lentes que compramos hace muchos años, que son unos lentes que se hicieron en la Unión Soviética a fines de los 60. Muchos cines soviéticos se hicieron con esos lentes y adelante de ese lente, que ya era muy raro para la cámara ya el sensor le pusimos muchos filtros. Y filmamos solamente al amanecer o al anochecer. Y durante el día en los interiores. Et donc, avant, quand on tournait avec de la pellicule, le négatif est donc se révélait dans un laboratoire et il fallait le laver, ce négatif, donc avec de l'eau. Et l'eau est différente dans chaque pays, ce qui fait que le résultat était différent visuellement sur le film. Et on pouvait distinguer un film qui avait été donc monté, enfin qui avait été justement révélé en France ou un film aux États-Unis ou en Amérique latine. Ils avaient tous leurs particularités. Avec le numérique et l'HD, c'est plus le cas, puisque le chip, enfin la construction se fait finalement à Taïwan ou au Japon. Et
tous apparaissent et pareils finalement visuellement. Donc nous, ce qu'on y a apporté, ce sont des optiques russes du temps de l'Union soviétique dans les années 60. La majorité des films de cette époque ont été faits justement avec ces objectifs-là. Et en plus, on y a ajouté énormément de filtres. Et on ne tournait que le matin ou alors très tard le soir et en intérieur, toujours avec la lumière naturelle. Es una manera, un intento de encontrar una identidad visual al relato para que haya una atmósfera, porque si bien las películas se hacen con guiones, también se hacen con atmósfera, y son muy importantes, creo yo, porque es más sensorial. Y también es una protesta en contra del HD, trato de decirlo siempre porque me parece irritante esta idea de que tenemos que tener resolución y 2K, 4K, 8K y más, y es más grande y el archivo tiene más digital. Y qué mierda, es como lo encuentro terrible, perdón, lo encuentro terrible, lo encuentro espantoso porque no, como que ahora se trata de que se vea bien y ese bien significa en que se vea con más resolución, cuando lo que uno quiere no es resolución ni definición, sino que solamente uno quiere identidad. Que una película no se parezca tanto a la otra y que haya una identidad en un paisaje ético y estético que se transforma en un paisaje cinématographique. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire finalement, c'est de donner une identité visuelle au récit et de créer une atmosphère justement, ce qui donne quelque chose au niveau du sensoriel qui est plus intéressant, plus attractif. Et moi, je proteste de toute façon contre le HD parce que c'est une tentative de plus de résolution avec le 8K, le 2K, enfin toujours avec des télés plus grandes, plus de numérique. Mais finalement, tous les films se ressemblent, ils ont toutes la même apparence, le même visuel. Et surtout, on essaie toujours d'arriver à une plus grande netteté, alors que finalement, ce qui donne vraiment une identité au film, c'est ce visuel qu'on va lui apporter et qui sera différent de l'autre. Surtout dans un panorama aujourd'hui qui se ressemble. Ceux qui ont vu No savent ce que ça veut dire dégrader l'image. Je vous rappelle que le film avait été tourné en Humatic, le format vidéo de 1988, avec ce format carré, ces couleurs très pimpantes pour le coup, cette définition avec des lignes comme ça qu'on avait un peu oublié. Mais il n'y a pas que ça dans ce que vous décrivez. Il y a aussi l'utilisation du grand angle qui va déformer à la fois les visages quand ils sont filmés de près, les murs qui sont aussi courbés que la réalité vue par ces prêtres. Il y a l'utilisation du contre-jour, vous mettez beaucoup de ces flares, ces petites lumières qui apparaissent dans l'objectif. Ces choix, là encore, au-delà de l'identité visuelle, en termes de mise en scène, comment ils sont venus? Pardon, je me tais après. Nada, es intentar encontrarle una identidad a cada película. No, lo estábamos conversando recién afuera acá con los amigos de Wild Bunch, que es como que siento que cada película tiene una identidad distinta y me parece, además también como realizador, yo vengo de la fotografía, partí haciendo fotografía fija, que es muy importante disfrutar también el proceso de la cámara. Yo amo los lentes, las cámaras. No soy un director que está sentado en un monitor. Estoy siempre junto a Sergio Armstrong, que es el fotógrafo sentado en la cámara. Entonces, el proceso pasa por la cámara. Y esa tecnología, esa óptica, es al final tu lápiz, es tu caligrafía. Entonces intento encontrar una identidad para cada película. Y ahora filmamos una película sobre Pablo Neruda y que es como un film noir, así, no tiene nada que ver. Vamos a ver cómo queda, pero sí, me parece que es parte del placer de hacer cine, es poder encontrarle una identidad visual a cada película.
En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est quand même à trouver une identité propre à chaque film. Et on en parlait avec Waldbun, justement. Moi, en tant que réalisateur, je trouve que c'est ce qui est le plus important, de trouver cette identité visuelle à chaque film. Et j'ai démarré avec la photo, et notamment photo de plateau. Et justement, c'est mon plaisir, tout ce processus de la caméra, parce que j'aime être à côté de la caméra, à côté de mon directeur photo, Sergio Armstrong. Je ne suis pas derrière le moniteur à regarder ce qui se passe. Et pour moi, la caméra, c'est comme mon crayon, c'est ma calligraphie. Et j'ai toujours été intéressée par ça. Donc là, le film justement que je suis en train de monter, donc sur Pablo Neruda, c'est un polar, un film noir, qui n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai pu faire encore avant. Et c'est ça, ce plaisir de trouver à chaque fois l'identité propre visuelle de chaque film. Alors, monsieur, pardon et merci d'avoir patienté. En primer lugar, voy a hablar en español, porque también soy chileno. Entonces, me gustaría solamente dos cosas. Quizá mis preguntas se van a parecer un poco una conversación entre dos chilenos, porque conocemos el contexto histórico. Y bueno, somos más o menos de la misma generación. Yo nací en el año 80 en Concepción. Me gustaría saber, en primer lugar, tú decías, es un film sobre la compasión humana. ¿Hacia quiénes? Es mi pregunta. Debería... porque es bastante perturbador. Yo en ningún momento pude sentir compasión por los curas, en primer lugar. Peut-être traduire ou... Je ne sais pas, je ne sais pas si je... Ou alors vous pouvez non, le faire non, si vous enfin, voulez. Hein. Poser la question en espagnol et ensuite en français, c'est un peu problématique pour moi. Nous allons profiter de Victoria Saez pour traduire votre voilà, question. C'est votre première question, on est d'accord? Oui, c'est ma première Alors, question. Gardez le micro et vous poserez la seconde. Voilà, je vais juste... il est donc chilien et bon, voilà, il va parler un peu peut-être du contexte historique. Il est né aussi en 80, il est donc de la même génération pratiquement. Et pour lui, ce film, donc on disait que c'était un film sur la compassion humaine, et il se demande envers qui, parce que lui ne ressent pas de compassion envers ses curés. Voilà pour la première question. Bueno, hola. Comprendo perfectamente lo que me estás diciendo. Y dos cosas breves. La primera es que yo creo que el cine que a mí me interesa ver y luego hacer es un cine que debe ser siempre expansivo y que permita que tú digas eso y que yo piense otra cosa. Porque si no, yo te estoy entregando algo que está clausurado, que está moralmente dicho y estamos todos de acuerdo, y ese cine es como el cine que están dando en otra sala, no sé, pero o en otro cine, no sé, como un cine que viene digerido, ¿no? Y te lo digo porque no sé qué es traducir eso. Oui. Bon, je comprends tout à fait, mais justement, moi, le cinéma qui m'intéresse pour avoir et que j'aime faire, c'est un cinéma un peu plus ouvert, on va dire, et parce que qui laisse ton propos à toi est tout à fait compréhensible, mais qui laisse ma propre idée aussi à moi de ce que je veux faire et de ce que j'essaie de faire. Et j'essaie de faire des films différents de ce qu'on peut voir peut-être dans d'autres cinémas ou dans d'autres salles, qui est un cinéma complètement déjà digéré et qui met tout le monde d'accord. Entonces lo que de alguna manera hicimos con Guillermo Calderón y Daniel Villalobos, que son los co-guionistas de esta película, fue pensar en los seres humanos tal vez más aborrecibles posible e intentar amarlos. O sea, tomar a alguien que no quieres, yo no quiero que ninguno de estas personas esté cerca de mis hijos, por ejemplo. No quiero que los dejaría feliz en la playa, incluso prefiero que estén en la playa que en la cárcel. O sea, así de lejos creo que deberían estar. Pero es un ejercicio también de compasión, de ir y ponerle una cámara a ese personaje y mirarlo con compasión. Porque si no, de lo contrario, no puedes hacer cine, no puedes aproximarte a esa persona. Esa es una persona que, como dije antes, creo yo que es el resultado de un proceso político, cultural, social y religioso. Es una persona que le dijeron que no podía tener sexo. Es una persona que le dijeron que no podía tocar a nadie. Es una persona que le dijeron que su cuerpo era para Dios. Y es una persona que tuvo un padre y una madre.
y hay una persona que fue educada, y hay una persona que por muy particular que sea, es el resultado de otras operaciones sociales y religiosas. Y esa operación social y religiosa llega a un cuerpo, y como lo dice el personaje de Alfredo Castro, en un momento el cuerpo explota. Entonces, claro, uno puede decir que son seres humanos que no producen compasión, pero yo no puedo filmar una película sin mirarlos con compasión. Entonces, ¿por qué es una película sobre la compasión? Porque así lo veo yo. Y tú puedes verla de otra manera y bienvenido, estupendo, pero claro. Alors, ce qu'on a fait avec mes co-scénaristes, c'est de penser à un être humain qui soit le plus abject possible et essayer de l'aimer. Je n'aimerais pas que cette personne soit près de mes enfants. Je préférerais même qu'elle soit dans une plage au lieu même d'une prison, mais dans une plage loin de mes enfants. Mais je ne pouvais pas les regarder autrement qu'avec de la compassion. Pour approcher une caméra près de ce personnage, on ne peut pas le regarder d'une autre manière qu'avec de la compassion. Parce que c'est la seule façon de s'approcher vraiment de lui. Et il faut penser que, comme on disait tout à l'heure, que ces personnes-là sont le résultat d'un processus politique, social et religieux. Ce sont des personnes à qui on a dit qu'ils ne pouvaient pas avoir de sexe, qu'ils ne pouvaient pas toucher d'autres personnes, que leur corps appartenait à Dieu. Et ces gens-là ont eu un père et une mère, ils ont été élevés également, mais ils sont finalement le résultat de tout ce processus social, politique et religieux. Et comme à un moment donné, il est dit dans le film, le corps, quand il est à ce point réprimé, à un moment donné, il explose. Il ne peut pas être autrement. Donc voilà, on peut très bien ne pas avoir de compassion envers ces gens-là, mais moi, j'ai besoin de regarder ces gens avec compassion pour pouvoir les raconter. Cuando Sandokan le ofrece al padre García, al padre Alto, al que viene, le ofrece niños, y le dice, yo conozco unos niños, quiere tener relaciones con niños. En ese momento, no sé si se acuerdan, hay un plano del padre García, hay un corte a él. Y el tipo, porque siento que él es como el más cercano a la normalidad, digamos, ¿no? Es como alguien que podría ser más cercano a uno, digamos. Y él al mirarlo, dice, wow, esto aquí no hay nada más que hacer. O sea, este señor se lo tragó la iglesia, primero. Y creo que, yo creo que la mirada a ese tipo es compasiva, porque es un tipo que lo destruyeron. Entonces el resultado de la película es meterlos a todos dentro de una casa, que es como una especie de castigo colectivo de esas personas, pero sobre todo desde la iglesia. Yo no sé si aquí hay alguien católico, pero en el mundo católico pasa eso, la gente lo ve como un castigo de la iglesia para la iglesia, como un problema interno. Sandokan, à un moment donné, quand il propose au curé García, celui qui vient à la fin, il lui propose des enfants pour avoir une relation sexuelle. Là, il y a une coupure, il y a un plan sur ce curé pour recevoir son regard, sa réaction. Et elle, lui donc, qui est ce curé qui est sûrement dans le film le personnage le plus proche de la réalité, de n'importe qui, on va dire, de nous-mêmes, en le regardant, il se dit, il n'y a vraiment rien à faire. Cette personne-là a été complètement détruite par l'Église et il ne peut avoir donc en fait envers lui qu'un regard de compassion parce que ce n'est pas de sa faute. Et donc voilà, ils sont tous réunis dans cette maison-là et c'est une sorte de punition collective, mais c'est une punition de l'Église par l'Église, interne. Deuxième question, à moins que la réponse sí, vous ait claro, été fournie. No, es decir, la respuesta de Pablo me parece perfecta, la entiendo completamente, incluso cuando no estoy de acuerdo con lo que él dice, al decir que hay que entender a los curas como una creación social, política, religiosa. Me parece que desde ese punto de vista sería inocentarlos un poco. Yo no creo que se pueda inocentar a los crímenes contra niños, por ejemplo, es decir, el crimen de la pedofilia.
sí sentí compasión respecto del personaje de Sandokan, que como tú bien dices, se lo tragó prácticamente la iglesia. Luego, cuando tú describes a los curas, cuando yo los veo en la película, veo más bien seres maquínicos, es decir, vemos a seres que son capaces de matar, a seres que son capaces de planificar, a seres que no son capaces de separar. El epígrafe del principio lo dice muy bien, y Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas, sujetos que no distinguen lo que nosotros llamaríamos lo real de lo ficticio. Entonces, quizá la única diferencia que yo tengo con ese punto de vista es que me parece que decir que son sencillamente una creación social, política y religiosa los inocenta un poco demasiado, a mi parecer. Eso est le único que je podría comentar. Je vais juste brièvement reprendre ce qu'il disait, c'est que pour lui, dire que ces curés sont la création finalement d'un processus social, politique et religieux, c'est un peu les innocenter, un peu trop les innocenter à mon goût, et quand ils ont en réalité fait des actes de pédophilie qu'on ne peut pas vraiment accepter. Donc voilà, c'est ce qu'il voulait revendiquer. Sí, yo no creo que sean inocentes, creo que son monstruos que son interesantes de mirar y de estudiar, pero hay consecuencias. Él no nació así y puede haber venido puede tener una tendencia, su cuerpo, su humanidad hacia algo de esa naturaleza, pero es alguien que también se forma, y creo que si tú lo separas de la sociedad, si lo haces al revés y lo pones a él como un súper culpable, como un monstruo, y lo desvinculas de un proceso, entonces también me parece, creo que hay que buscar un equilibrio. Creo que es una mezcla entre un proceso social, político, religioso y lo que es él también. Tendemos en la sociedad en general a aislar a las personas, decir, esta persona necesita esto y se va a la cárcel. Entonces allá están los malos y acá están los buenos. Yo creo que aquí estamos más cerca. Es como los críticos de cine, que se sientan, ¿no?, y escriben sobre cine, y yo creo que de alguna manera estamos todos en la misma parte, ¿no? Somos una comunidad cultural. Entonces, eso. ¿Quién es el monstruo? Je ne pense pas qu'ils soient innocents, ces personnes-là, mais ce sont des monstres, certes, mais c'est justement pour cela qu'ils sont intéressants à regarder de près. Et ils ne sont pas nés comme cela. Peut-être qu'ils ont une certaine nature, un penchant vers cela, mais ils ne sont pas nés comme ça. Et c'est tout ce processus autour d'eux qui les ont rendus comme ça. Mais je pense qu'après, de les séparer complètement, même de les mettre en prison et de faire d'un côté les bons et d'un côté les méchants, c'est ce que tend à faire la société. Je ne trouve pas que ça soit ce qu'il y a de mieux à faire. Je pense qu'il faut trouver un équilibre entre ces deux choses-là. C'est un peu comme les critiques qui s'installent dans une salle et qui voilà, vont également dire ceci est bien et ceci est mal. Je pense qu'on est tous une communauté finalement culturelle et on peut tous avoir notre avis. Surtout que le père Garcia n'est pas très net non plus. Monsieur, et après ici au premier rang. Bueno, Pablo, lo primero, muchas gracias, y hacerte una pregunta rápida. Yo vengo de España, donde también han pasado cosas bastante gordas con estos personajes que son los curas. Y me pregunto qué pasaría en España si se hiciera una película tan cruda como esta, tan real, que dice las palabras tal y como son. Porque allí hay una parte que es de España que es muy rancia, hay otra parte que es de otra manera, y no sé si sería posible hacerlo. Entonces me pregunto qué ha ocurrido en Chile. ¿Cuál ha sido la reacción de la sociedad chilena? Bueno, ya he visto una parte, pero ¿cuál ha sido la reacción de la sociedad chilena? ¿Qué te dicen por la calle? Moi, je suis espagnole et je ne sais pas si en Espagne on pourrait faire ce genre de film aussi cru, aussi réaliste. C'est difficile en Espagne, à mon avis. Et j'aimerais savoir justement au Chili, quelle a été la réaction des gens qui l'ont vu. Qu'est-ce qu'on peut te dire dans la rue, par exemple? Pasa mucho que me preguntan mucho y no pasa nada. Porque primero la iglesia no dice nada, porque si dice algo te hace más visible. Y segundo, esto es al revés, porque en los países católicos, a diferencia, por ejemplo, de los países donde, por ejemplo, existe el Islam,
En los países católicos esto le da vergüenza a los católicos, a los fieles. Entonces la reacción es hacia adentro. Se discute en las casas, se discute, no sé, en las iglesias quizás, pero no públicamente. No hay comentarios. Alguien escribe una carta, alguien pone en Facebook que si me ve en un supermercado me va a pegar, como cosas así, como quieren pegarme en un supermercado. Como ya, compro la comida por internet entonces, pero no pasa nada en realidad. Eso es lo que quizás pasa ahí. Y esta película se estrenó en España hace 3 semanas. Y le dio bien, muy bien. Y lo mismo, no hay comentario. No hay comentario. El silencio quizás a veces otorga. On m'a beaucoup posé de questions, mais finalement il ne se passe rien parce que l'Église ne dit rien justement pour que la chose reste invisible. Et mais contrairement justement dans les pays catholiques, ce qui se passe c'est que les fidèles, les gens qui sont vraiment catholiques, ressentent une vraie honte en voyant ce film. Et donc il y a des réactions sûrement, mais à l'intérieur des maisons, pas dehors, pas publiquement. Et il n'y a pas vraiment de commentaires. Il peut y avoir une lettre, il peut y avoir aussi sur Facebook quelqu'un qui me dit si je te trouve je te rencontre sur un marché, je te casse la gueule. Mais voilà, je vais commander ma nourriture par Internet et ça sera réglé à ce moment-là. En Espagne, il est sorti, ça fait 3 semaines et il s'est bien passé. Il y a eu du monde qui a été le voir et pareil, il n'y a pas eu de commentaires. Voilà. Monsieur. Oui, ce qui est formidable dans votre travail de réalisateur, c'est qu'on a l'impression qu'à chaque fois, vous trouvez un style différent pour chacun de vos films. Et en même temps, le fil rouge qui traverse quand même l'ensemble de votre filmographie, c'est ce corps, c'est ce visage et cette présence d'Alfredo Castro depuis Fuga et depuis une dizaine d'années. Et vous lui avez fait tout faire, vous l'avez fait tuer des gens, vous l'avez fait se faire tabasser, il a dansé John Travolta. Je me demandais justement, parce que c'est très rare pour des réalisateurs de travailler pendant une aussi longue période et toute leur filmographie avec un même acteur, je me demandais quelle était votre relation avec lui aujourd'hui et comment on travaille entre 2 personnes qui se connaissent par cœur. Tus películas son todas diferentes, pero hay un hilo que las une, es Castro, tu actor, Alfredo Castro, que siempre está presente. Entonces quisiera saber qué relación tienes con él, cómo es trabajar con él ahora, hoy en día, después de todas estas experiencias. Bueno, siempre es interesante porque Alfredo primero fue mi profesor, entonces nos conocemos mucho y lo que tiene Alfredo, aparte de ser un gran amigo y un gran maestro, es que es un actor que yo luego de haber hecho ya con él 6 películas, no podría ser capaz de clasificarlo. Entonces tiene algo que es muy misterioso, ¿no? Puede ser el tipo más amoroso o el tipo más terrible, ¿no? Entonces tiene un registro que yo creo que es esencial para el cine, que es el misterio. Tú no sabes qué le está pasando a esa persona. Y eso me parece interesante. Y eso yo creo que es una mezcla entre 2 cosas, entre un actor que tiene un oficio muy desarrollado, que es resultado de trabajo, de años, y también él es alguien que tiene un don, que tiene una condición muy particular que lo hace ser extraordinariamente extraño. Y eso lo hace muy peligroso y para mí muy, muy interesante. Y además también cuando estamos filmando, él lleva su personaje y lo que estamos haciendo hacia lugares todavía más extremos que los que yo propongo. Entonces como que no es que te esté limitando, sino que claro, es una relación muy, muy interesante y muy bonita, creo yo. Alfredo a été mon professeur d'abord. Et donc, à part d'être un grand ami et un grand maître, c'est un acteur avec qui j'ai fait 6 films. Et malgré cela, je suis incapable de le catégoriser, de le mettre dans une case. Parce qu'il est mystérieux, en fait. Et il peut être
extrêmement amoureux dans un personnage et extrêmement bizarre, terrible dans un autre. Et il est capable de faire tous les registres. Et on n'arrive jamais à savoir exactement ce qui se passe dans sa tête. Et donc, évidemment, ça vient de l'expérience qu'il a développée depuis toutes ces années, il y a eu beaucoup de travail, mais également de sa personnalité. Il a un don, cet homme. Et c'est qu'il est étrange. Et on n'arrive jamais à vraiment le comprendre. Et ce qui est génial avec lui quand je travaille, c'est qu'il va encore plus loin dans l'extrême de ce que moi je peux imaginer. Lui, il va encore dans des lieux que je n'aurais pas osé proposer à aller voir, justement. Et c'est ça que j'aime dans cette relation que j'ai avec lui. C'est qu'il me surprend toujours, en fait. Une question ici au premier rang. Merci. J'aurais voulu savoir si vous avez été conseillé par des spécialistes pour le scénario en ce qui concernait les pédophiles, parce que je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que je suis psychiatre. Je ne sais pas si vous entendez au fond. Je pense que le... Oui, mais pensez à nos auditeurs, madame. Et ça parle, c'est un peu mieux. Je voulais savoir si vous avez été conseillé par des spécialistes pour le scénario pour les pédophiles. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que je suis psychiatre et je prends en charge des pédophiles depuis à peu près 25 ans et je les trouve vraiment très ressemblants. Donc c'est pour ça que je me posais la question de savoir comment est-ce que vous aviez pu les faire aussi ressemblants, parce que c'est pas des gens qu'on croise dans la rue tous les jours, sauf si comme moi on est obligé de les soigner. Mais bon. Uy, qué miedo. No. Por eso que le ha gustado. No hablamos con especialistas psiquiatras. Lo que hicimos fue hablar con víctimas, con gente que fue abusada. La verdad es que Sandokan, el personaje de Sandokan, viene de una obra de teatro que hicimos con Roberto, que es el actor. Y es un monólogo que estuvo en Lyon hace muy poco. Y es un monólogo que hace Roberto sobre distintos tipos de abuso. Son testimonios que nosotros tomamos y hicimos una obra de teatro. Non, on n'a pas parlé avec des spécialistes, mais avec des victimes par contre, et des gens qui ont été abusés justement. Et Sandokan, ce personnage vient d'une pièce de théâtre, un monologue qui a été interprété par le même acteur, Roberto, et donc un monologue qui est d'ailleurs passé à Lyon, ça fait pas si longtemps que cela. Et c'est à partir de témoignages qu'on a créé ce monologue. Entonces, al hablar con las víctimas, nos dimos cuenta que una víctima que había sido abusada sistemáticamente durante muchos años era una persona que era capaz de describirte muy gráficamente la manera y el detalle del abuso, ¿no? Et donc, en parlant avec ces victimes, des gens qui ont subi des abus pendant des années, systématiquement, sont des gens qui sont capables de décrire ces actes avec énormément de précision et de détails. Sin pudor, sin vergüenza. Sans pudeur, sans honte. Y entonces, como alguien como describe un poco como está en la película, ¿no? Como quien construye una casa o cómo se hace, no sé, una receta de cómo hacer no sé, comida. Et donc, comme dans le film, ils en parlent comme s'ils étaient en train de faire une recette ou comme s'ils étaient en train de construire une maison, avec ce détachement. Entonces, con esa información, nos pusimos en el lado o sea, nos pareció interesante el ejercicio de ver, si tú ves el resultado, ves a la víctima y ves su daño, pareciera ser posible, o por lo menos lo intentamos, de ver cómo se daña a esa persona. Entonces te pones en el lugar del victimario y le armas arbitrariamente desde la ficción una estructura para dañar a alguien. Entonces esa estructura tiene un patrón de comportamiento y tiene una lógica y un sistema humano de pensamiento. Y lo organizamos, pero a partir del resultado, o sea, viendo a la víctima, no viendo al victimario. Es un efecto espejo, digamos.
Donc, quand on voit le résultat que ça donne, justement, quand on voit la douleur que ça a créé dans ce personnage, pour créer cela, on a essayé de se mettre à la place de la personne qui abusait, justement, de l'assassin, entre guillemets, d'essayer de comprendre sa structure de pensée. Comment son système à lui en tant qu'humain pour en arriver là, mais sans le montrer, c'est-à-dire en montrant juste les résultats de ce système pervers de pensée. C'est une sorte d'effet miroir, voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question ici, tout au fond? Je voulais savoir comment s'est passé le casting, puisque les acteurs ne devaient rien savoir de ce qu'ils allaient jouer. Comment se pasó el casting, ya que los actores no sabían lo que iban a interpretar? Los invitamos por teléfono. On les a appelés par téléphone. Son amigos, yo he trabajado con todos antes, entonces los llamé y les dije si querían ir a la playa por 2 semanas. Sont des amis, hein. J'ai travaillé avec eux avant déjà, et donc on les a appelés en leur disant venez passer 2 semaines à la plage. Ils sont restés des amis après le tournage? Siguen siendo amigos después del rodaje. Pero por supuesto. Évidemment, évidemment. S'il y a une toute dernière question, profitez-en. Eh bien, écoutez... Ah, voilà. Madame à l'avant-dernier rang. Ce n'est pas vraiment une question, mais est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur le personnage de la femme qui m'a paru particulièrement, je ne dirais pas perverse, mais vraiment particulière? Que no tenga miedo de decir que es perversa. N'ayez pas peur de dire qu'elle est perverse, hein. Vous pouvez le dire. Porque es la que, a quien más le temo yo personalmente. Parce que personnellement, celle que je crains le plus. Lo que pasa es que el guión lo escribimos entre 3, ¿no? Entonces nos organizamos y entonces Daniel y yo hicimos un poco la estructura y un poco y Guillermo escribió la mayoría de los interrogatorios. Oui. On a écrit le scénario entre 3 et donc entre Daniel et moi, on a plutôt écrit la structure et Guillermo s'occupait plutôt des interviews, enfin des interrogatoires. Entonces, cuando me llegó lo que Guillermo había escrito, no tenía nada que ver con lo que Daniel y yo estábamos escribiendo, sobre todo con la monja. Porque Daniel encontraba que era importante que él hubiese tenido una hija negra y que le pegara y todo eso que había escrito Guillermo, perdón. Entonces cuando llegó me di cuenta que lo que estábamos haciendo en verdad era la historia de una persona que en apariencia era la persona que tenía el orden y la estructura de la casa, que llevaba las reglas de la casa, pero que en realidad era una persona que también estaba confinada ahí y que también estaba castigada en ese lugar. Y cuando nos dimos cuenta de eso, nos dimos cuenta que también podía ella, bueno, hacer lo que le hace al perro. Y también creo que hay algo que es muy importante que pasa. Bueno, Ouais. Donc, et quand j'ai reçu ce que avait écrit Guillermo, je me suis rendu compte que la sœur était vraiment totalement différente de ce que nous on avait pu écrire sur elle. Il y avait cette histoire de fille noire qu'elle tapait, et donc on s'est rendu compte que on avait un personnage, qu'on était en train de créer un personnage qui en apparence s'occupe des règles de cette maison, mais qui en réalité est elle également confinée dans cette maison. Elle est également punie dans cette maison. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'elle serait capable, par exemple, de faire ce qu'elle faisait aux chiens. Voilà. Y también pasa que la iglesia es una estructura muy machista, organizada en torno a figuras masculinas, ¿no? Y creo que es tan fuerte que de alguna manera todos nos transformamos un poco en machistas a la hora de ver la religión, inevitablemente. Entonces vemos a una mujer en este grupo de curas y nos parece que es más perversa que el resto solo porque es mujer. Y eso que usted es mujer, o sea, imagínense. Entonces lo que creo que es interesante es que
hay una mirada muy sexista en torno a la religión y en torno a los líderes religiosos. Y eso creo que es muy interesante, sobre todo porque ella no se comporta peor o mejor que los otros, sino que también lo único que quiere es conservar su calidad de vida. Y hay una defensa a esa vida que yo no me atrevo a, digamos, me parece muy peligrosa, digamos, pero me llama la atención lo violento que resulta el personaje, siendo que no me parece necesariamente que sea más violento que el resto, sino que sencillamente el hecho de que sea mujer la hace muy distinta, sobre todo en la estructura católica. Como le digo, creo que hay una especie como de machismo ancestral desde, incluso, con todo respeto, las mujeres. Dans l'Église, il faut quand même se rendre compte qu'il y a une structure assez machiste et qui est très puissante. Et c'est ce qui fait que le fait que ça soit cette femme qui soit perverse à ce point-là nous surprend vraiment, parce qu'elle paraît plus perverse que les autres, mais finalement elle ne l'est pas. Mais parce que c'est une femme, on le sent comme cela. Et parce que voilà, c'est le fait qu'elle soit une femme qui fait que du coup on a ce regard un peu sexiste sur elle, justement. Y bueno, y conocimos a una monja que andaba con un polerón Gap, por eso tiene ese polerón. Entonces la monja era una señora muy especial que hablaba como habla la Antonia en la película. Y la Antonia fue capaz de capturarle algo con mucho ojo y mucho talento a esa monja, que es muy difícil de describir, que es como una especie de tono, es una especie de tono irrelevante, donde todo lo que dice parece ir a ser irrelevante. O sea, nada de lo que dice es realmente muy importante, porque todo está visto con los ojos de Dios. Entonces habla como, y tiene una cosa que es como muy afable, y en ese lugar se dicen cosas muy peligrosas. Entonces es una persona que cuando tú la empiezas a ver en la pantalla, claro, te parece te parece rara, pero normal, amistosa, y en algún minuto te empieza a dar más miedo solamente porque habla de una manera muy afable. Y eso es muy propio de los religiosos. Los religiosos hablan así. No todos, pero muchos. Entonces es como que también tiene mucho que ver con la manera en que está actuado, creo yo, que lo hace como esta cosa como sonriente, ¿no? Hay como una simpatía en lo que está. Entonces es como... En fait, on avait rencontré aussi une sœur qui avait un peu cette expression et à partir de laquelle justement Antonia a travaillé. Elle a vraiment réussi à capturer cette particularité de cette femme qui a une façon de parler affable, toujours souriante, mais qui tout d'un coup peut dire des horreurs. Et on reste complètement sidéré par ce côté tellement souriant et tellement agréable, cette petite voix comme ça qui tout d'un coup dit une horreur et qui passe parce qu'elle a ce ton-là. Et en fait, il y a beaucoup de religieux qui parlent de cette manière-là. Et c'est ce que, justement, grâce à son travail d'interprétation, c'est ce que Antonia a réussi à capturer et à reproduire. Por eso cuídese de la gente que sonríe mucho, señora. Faites attention aux gens qui sourient trop. Méfiez-vous. C'est son côté Louise Fletcher dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, quoi. C'est l'infirmière au sourire terrifiant. Merci beaucoup, Pablo Larraín. Merci, Victoria Saez. Le film sortira mercredi prochain, 18 novembre. Donc répandez la bonne nouvelle. Et nous, on se retrouve le 4 décembre à 20h pour un autre film sud-américain. Ça sera le très très étonnant, je vous le recommande vraiment, L'étreinte du serpent de Ciro Guerra. Voilà. J'espère vous revoir. Au revoir.